Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer comment trouver un véhicule aux États-Unis, comment l'importer et surtout la chose la moins évidente, comment réussir à l'homologuer en France. On attaque tout de suite donc avec la présentation. Donc moi je me présente, je m'appelle Hugo. Alors je suis pas du tout un professionnel de l'automobile, comme vous voyez derrière moi, j'ai un magasin de vélo en Alsace et je suis moniteur de VTT. Donc la méthode que je vais vous présenter aujourd'hui pour réussir à importer et homologuer un véhicule américain, c'est celle que j'ai utilisée pour mon propre véhicule. C'est pas forcément la méthode idéale, mais je sais que ça a fonctionné pour moi. Donc voilà, je me suis dit que ça pourrait aider pas mal de passionnés de voitures américaines. Comme beaucoup d'entre vous, eh ben, j'ai pas de thunes, c'est pour ça que j'ai choisi de le faire moi-même. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui regarderont cette vidéo qui seront aussi dans mon cas. Donc je vais essayer de vous donner des conseils pour que ça vous coûte le moins cher possible. Et enfin, je pense que beaucoup de gens qui suivent ce type de vidéos et qui aiment les voitures américaines, j'en ai marre de toute cette propagande qu'on peut voir en France autour des véhicules électriques. On sait très bien qu'en plus ça fonctionne pas. Et donc voilà, j'avais envie en tout cas, je me suis dit que si je pouvais aider à avoir dans ma région un maximum de véhicules américains en service et un maximum de V8 qui tournent sur les routes d'Alsace, bah, ça me fera plaisir et au moins ça aura servi à quelque chose. Et en plus, ça me permettra de faire un petit coucou à toutes les associations écolo dans la région qui nous embêtent, même quand on fait de la moto, quand on fait même du vélo. Et oui, en Alsace, hein, les écolos sont même contre le vélo. Donc voilà, si on peut avoir plein de voitures ES d'ici quelques années, bah, ça sera avec grand plaisir. Mon véhicule, le véhicule que moi j'ai fait importer, c'était le tout premier véhicule que j'ai commandé, donc c'était un peu une voiture test entre guillemets. Je voulais pas envoyer une grosse somme d'argent sans forcément savoir ce que ça allait donner. Donc en gros, j'ai quasiment pris la voiture la moins chère que je trouvais. J'ai aussi choisi un véhicule qui était adapté à mon travail, donc un véhicule assez rustique, on va dire, pour pouvoir aller entretenir les pistes de VTT et puis faire plein de pistes de VTT un peu partout en Alsace. Coucou à nos amis écologistes du coin. Donc j'ai pris un Ford F-150 en simple cabine en benne longue avec un moteur V8, le moteur Coyote 5 litres qu'on connaît bien sur les Ford Mustang. Et je suis passé par l'importateur qui s'appelle Easy Import Auto, une boîte qui est du côté de Miami. Je tiens à les remercier chaleureusement, ils m'ont beaucoup aidé dans cette première importation, ils ont été vraiment très professionnels, même à un certain moment où je les ai un peu, je ne vais pas dire harcelés, mais je les ai souvent contactés, ils ont toujours répondu. Donc voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés et c'est important de trouver un bon importateur. Parce que vous allez voir, quand vous allez acheter un premier véhicule, quand vous allez réserver le véhicule, bah, vous allez envoyer une somme d'argent plus ou moins conséquente. Et pendant un mois et demi, 2 mois peut-être, la voiture ne sera pas encore là. Donc il vaut mieux avoir confiance et savoir à qui on envoie tout cet argent. Est-ce que ça vaut le coup de faire l'importation soi-même? Est-ce que ça vaut le coup surtout d'homologuer le véhicule soi-même? Parce que c'est l'objet de cette première vidéo. Donc j'ai envie de vous dire ça dépend. Si comme moi vous n'avez pas de thunes, bah oui ça vaut le coup. Et alors il faut savoir que si vous faites l'importation, en tout cas l'homologation vous-même, ça va vous coûter plus ou moins 2000 euros, on va dire 2200 euros en étant large. Si vous passez par un professionnel, les tarifs vont de 4300 à 5500 euros pour ce type de véhicule et suivant les transformations qu'il y a à faire dessus. Alors attention, je vous arrête tout de suite, ceux qui sont pas ou ceux qui travaillent pas à leur compte en France, on se dira c'est pas possible, on nous vole 3000 euros pour faire des démarches administratives. Il faut savoir qu'en France, on est assommé de taxes. Un importateur ou un homologateur qui travaille à son compte, s'il gagne 3000 euros sur toutes les démarches que je vais vous présenter, vous verrez que c'est pas trop au regard du temps qu'il va devoir y passer. Puis aussi, il faut reconnaître au regard du côté un peu chiant de ces démarches. Ensuite, ça va dépendre de votre temps libre. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, laissez tomber, passez par un professionnel et ça va aussi dépendre du prix du véhicule. Si vous mettez 40 000 euros, 50 000 euros dans l'acquisition de votre véhicule, vous n'êtes plus à 3 000 euros près. Si l'acquisition du véhicule doit représenter 15 000 20 000 euros à tout casser, alors là, effectivement, 3 000 euros, ça va faire la différence. Et enfin, il y a la satisfaction de se dire, bah voilà, je l'ai fait moi-même, j'ai réussi à faire homologuer un véhicule américain en France et c'est quasiment, c'est comme monter une boîte en France, c'est presque un exploit de réussir à faire ça. Là, le gros de la démarche, la première étape, le point vraiment important, ça va être le choix du véhicule, le choix de l'annonce. Partez surtout sur un véhicule d'origine. Si vous voulez importer un véhicule et faire l'homologation vous-même, prenez un véhicule d'origine. Prenez pas un pick-up comme on le voit sur la diapo à droite, rehaussé, lifté, avec des élargisseurs de voie, avec des jantes plus larges, avec des optiques qui ont été modifiées. Si vous faites ça, passez par un professionnel. Ça sera beaucoup plus simple. Si vous voulez le faire vous-même, partez sur un véhicule stock. L'avantage d'un véhicule d'origine, c'est qu'en plus, en général, vous avez quand même moins de chances de tomber sur un véhicule qui aura été utilisé pour faire du tout-terrain, pour faire des runs, pour faire des mud races, comme il y en a aux États-Unis. Donc voilà, vous évitez aussi sûrement un certain nombre de problèmes.
La deuxième chose qu'il faut savoir avec les véhicules américains, c'est qu'ils sont assez sensibles à la rouille. Je ne saurais pas vous dire si ça vient de la qualité de la tôle ou des produits qu'ils peuvent mettre sur les routes quand il y a de la neige l'hiver, mais choisissez un véhicule qui vient du sud. Donc révisez bien votre géographie des États-Unis, visez plutôt les États comme le Texas, la Floride, le Nouveau-Mexique, la Californie. Les prix sont un peu plus élevés, mais il n'y a pas de miracle. C'est parce que ça évite la rouille et ça évite pas mal de problèmes par la suite. Le point très important que j'ignorais avant de commencer toute cette démarche, c'est surtout n'achetez jamais un véhicule qui possède une version européenne. Par exemple, n'achetez pas un Nissan Frontier. Un Nissan Frontier, c'est l'équivalent du Nissan Navara en France. Si vous achetez un Nissan Frontier aux États-Unis parce qu'il a un équipement particulier, parce que le look vous plaît, parce que le prix est attractif, quand vous l'amènerez en France pour l'homologation, vous allez devoir changer toutes les pièces qui peuvent exister en version européenne. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la norme euro sur les phares, vous allez devoir mettre des phares avec la norme euro. Si vous n'avez pas les vitres avec la norme euro, vous allez devoir changer toutes les vitres du véhicule. Même chose pour les ceintures, etc. Si vous achetez un véhicule qui n'existe qu'aux États-Unis, l'administration française va devoir s'asseoir dessus. Ils ne pourront pas vous demander de créer des phares avec la norme euro pour votre véhicule. C'est impossible, ça n'existe pas. Donc voilà un point très important. L'autre point vraiment primordial dans le choix de votre annonce, c'est de faire attention à l'historique de votre véhicule. Aux États-Unis, il existe un document qui s'appelle le Carfax, que vous pouvez avoir gratuitement ou moyennant le paiement de 20 ou de 50 euros, mais ça vaut vraiment le coup parce qu'il faut savoir que c'est un véhicule qu'après vous allez peut-être garder pendant 10 ans, 15 ans, peut-être 20 ans. Les véhicules aux États-Unis tiennent longtemps, on n'est pas en Europe. Donc voilà, faites bien attention au Carfax. Donc le Carfax, c'est un peu le carnet de santé de votre voiture. Vous allez voir les différents contrôles qui ont été faits dessus, les différentes révisions, le nombre de propriétaires. Ça, c'est très important. Achetez pas un véhicule qui a fait 6 ou 10 propriétaires. Sur certains documents, on arrive même à voir l'origine du véhicule, s'il faisait partie d'une flotte de location, plutôt à éviter, ou si c'était un particulier, là c'est plus conseillé. Le kilométrage, vous pourrez voir si le kilométrage paraît cohérent. Si le véhicule a été entretenu en 2012, qu'il avait un kilométrage de 60 000 miles et qu'en 2013 il avait un kilométrage de 60 200 miles, il y a quelque chose de bizarre. Et enfin, le statut du Carfax. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler, vous avez des fois des Carfax salvage ou des Carfax total loss. Éviter ce type de Carfax. Il faut vraiment que le Carfax mentionne peu d'accidents, ou en tout cas des accidents qui n'entraînent pas une modification du statut du Carfax, parce que sinon l'homologation va être très compliquée. Un Carfax salvage veut dire que le véhicule a été considéré comme une épave. Pareil, un Carfax total loss veut dire que le montant des réparations était supérieur au prix du véhicule aux États-Unis. Donc voilà, c'est vraiment à éviter. Et enfin, le dernier point, ce qui va être vraiment primordial pour la bonne tenue, le bon déroulement de vos démarches d'homologation, ça va être que le véhicule ait bien les 3 étiquettes d'origine donc qui sont présentes dans la portière constructeur. Donc vous voyez l'étiquette de gauche, l'étiquette constructeur de chez Ford, qui mentionne tout un tas d'éléments dont on va avoir besoin pour remplir les dossiers d'homologation. L'étiquette dans la portière constructeur qui concerne les pneus et les tailles de roues. Et enfin, l'étiquette sous le capot moteur qui concerne cette fois les normes anti-pollution et le type de moteur que vous avez sur le véhicule. Donc vraiment primordial. Si le véhicule a été repeint, si ces étiquettes sont plus présentes, changez. Passez votre chemin, changez d'adresse. Ça vous vaudra mieux. Alors, on passe maintenant aux différentes démarches que vous allez avoir à faire pour récupérer votre véhicule et puis pour pouvoir l'homologuer. Maintenant que vous avez trouvé la perle rare, la bonne annonce est que vous avez fait la réservation auprès de l'importateur, de celui qui va vous livrer la voiture. Donc, tout d'abord, la récupération du véhicule. Quand votre pick-up est arrivé en France, je sais qu'on est tout content et tout excité, mais privilégiez la livraison. C'est super compliqué d'aller chercher la voiture au port du Havre ou au port de Marseille. Sauf si vous habitez vraiment à côté, mais sinon privilégiez la livraison chez vous. Tout d'abord parce que l'état des véhicules est souvent différent aux États-Unis et en France. Les contrôles techniques sont inexistants ou alors sont beaucoup plus soft. Il n'est pas rare de voir des véhicules mentionnés en bon état sur des annonces avec des pneus qui vont être complètement out, avec des pare-brises fissurés ou des choses comme ça. Donc voilà, ne tentez pas le diable, c'est vraiment plus raisonnable. Maintenant que votre véhicule est arrivé, vous êtes plus 1 ou 2 jours près, c'est vraiment plus raisonnable de le faire livrer chez vous. L'autre gros souci, c'est quand le véhicule arrive, vous n'avez pas encore la carte grise, vous n'avez pas des plaques. Pour ma part, j'avais récupéré des plaques américaines qui étaient complètement officielles et j'ai fait le trajet du Havre jusqu'en Alsace avec les plaques américaines, ce que je pensais légal à l'époque, mais ce qui au final n'est pas légal du tout. Si vous faites arrêter, ça peut être une amende de 90 €, ça peut être aussi l'immobilisation du véhicule. Et là, si votre véhicule est au Havre, qu'il est immobilisé en attendant la carte grise et que vous êtes bloqué en Alsace et qu'il faut faire toutes les démarches à distance, ça peut être vraiment très très compliqué. L'autre point, c'est que souvent, quand on achète des véhicules américains, on est tenté d'acheter des véhicules anciens. Imaginez une voiture des années 70
70 qui a été très bien refaite, mais par contre qui n'a pas roulé depuis plusieurs semaines, qui a été mis dans le bateau, qui a été bloqué dans un conteneur à quai et dont la batterie a été débranchée tout ce temps-là, vous pouvez avoir des surprises au moment de la remise en route. Si vous êtes à l'autre bout de la France, si vous êtes très loin de votre domicile et que vous devez vous faire dépanner sur la route, ça va vous coûter beaucoup plus cher que de le faire livrer, ce qui en général tourne entre 300 et 500 euros. Donc voilà, cherchez bien, faites différents devis. Pour les gens qui sont dans l'Est de la France, j'ai un contact pour les livraisons. N'hésitez pas à revenir vers moi si jamais vous avez besoin. Enfin, très important, quand vous allez chercher votre véhicule, et c'est là que commencent les vraies démarches d'homologation, c'est le début du parcours du combattant, il y a 3 documents indispensables à récupérer. Le premier document que vous pouvez avoir même avant la livraison de la voiture, c'est le Bill of Sales, ça correspond à la facture de vente ou le document de cession du véhicule aux États-Unis. En gros, il y a votre nom sera marqué dessus avec le montant auquel vous avez acheté le véhicule. Le deuxième document, c'est le title, ça correspond à la carte grise aux États-Unis. Alors, il varie suivant les États, il n'y a pas forcément toujours les mêmes informations ou la même présentation visuelle. Et le troisième document, qu'en général, on récupère un tout petit peu après avoir reçu la voiture, je crois que moi, je l'avais reçu une petite semaine après, c'est le 846A, c'est un papier des douanes qui confirme comme quoi vous avez bien payé votre taxe d'importation à l'État français. Sans ce document-là, vous serez bloqué pour toutes les autres démarches. Donc il est vraiment primordial de le récupérer. Il est aussi primordial que ce document soit à votre nom ou au nom de la société qui va faire l'homologation. Si le document est à votre nom, quand vous ferez les démarches d'homologation, vous pourrez faire un mandat à un professionnel qui fera l'homologation. Par contre, si le document n'est pas à votre nom, on voit des fois des véhicules qui ont été importés et où l'homologation n'a pas été faite, là, ça va être très compliqué de justifier pourquoi le 846A et même le Bill of Sale, etc., ne sont pas à votre nom et pourquoi vous, en tant que particulier, vous faites ces démarches-là si vous n'avez pas un mandat signé du premier propriétaire. Donc voilà, privilégiez vraiment et soignez vraiment ces 3 documents. Donc si vous voulez voir à quoi ça ressemble, donc c'est les documents qui sont là. Vous avez à gauche le Bill of Sales, donc la facture, le document de cession daté et signé du vendeur ou du garage qui a vendu le véhicule aux États-Unis. Le title, donc sur le title, on retrouve le numéro de série, on retrouve la marque de la voiture, le kilométrage sur certains, mais ce n'est pas toujours le cas, l'immatriculation sur certains, mais ce n'est pas toujours le cas non plus, et les coordonnées des précédents propriétaires, donc que j'ai masqué pour respecter leur anonymat. Et enfin, le 846A, c'est quasiment le document le plus important, donc avec votre nom, adresse, etc. Alors sur le mien, il y avait quelques petites erreurs, notamment au niveau du type, si je ne me trompe pas, mais ça n'a pas posé de soucis par la suite. Donc voilà, si jamais c'est le cas pour vous, ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas bloquant par la suite. On passe maintenant aux différentes modifications techniques. Donc vous avez reçu votre véhicule, il a été livré chez vous, vous êtes très content, le véhicule est magnifique, c'est votre première voiture américaine. Il va falloir la transformer pour pouvoir l'emmener au contrôle technique. Les modifications techniques sont assez limitées, elles ne sont pas très compliquées, je ne suis pas un grand spécialiste de la mécanique voiture, il faut quand même savoir tenir un ou deux tournevis, mais voilà, normalement vous devez pouvoir y arriver. Donc en gros, déjà tout d'abord, il faut mettre votre véhicule en conformité. Forcément, si vous avez acheté un véhicule d'origine, ça sera beaucoup plus simple. Si ce n'est pas le cas, il faudra tout remettre d'origine. Donc les pneus avec la norme Euro et à la taille indiquée dans l'autocollant qui était dans les portières, comme on l'a vu avant, échappement d'origine, sinon ils ne vont pas rigoler du tout quand vous irez passer les tests. Carrosserie d'origine aussi, éviter les ailes très larges, etc. Bref, il faut vraiment que ça inspire confiance à l'État français. Ensuite, les rétroviseurs. Alors en Europe, on a des rétroviseurs convexes. Alors pour être franc, certains vont sûrement se moquer de moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire forcément au départ. Pour voir si votre rétro est convexe ou pas, vous posez un décimètre, une règle, quelque chose de plat sur votre vitre. Si la vitre est plate, il faudra la changer. Si elle est bombée, c'est tout bon, ça ira pour vous. Même si vous avez une vitre qui fait un peu miroir, j'avais un peu peur pour les miennes parce que c'était le cas et au final c'est passé. Pour le côté gauche, mon rétro n'était pas convexe, j'ai dû acheter un rétro convexe. Alors il faut savoir qu'aux États-Unis ils n'en ont pas besoin, donc les pièces n'existent pas. J'ai dû en rechercher sur eBay en Angleterre en tapant driver ou passenger side mirror glass suivant le côté dont vous avez besoin. C'est une sorte de vitre avec du gros double face derrière que vous venez coller sur votre donc une vitre qui est bombée que vous venez coller sur la vitre plate. C'est pas super, mais c'est ce que font la plupart des homologateurs. De toute façon, il n'y a pas le choix pour ce type de pièce. Ça coûte une vingtaine d'euros à tout casser avec les frais de port. Ensuite, la modification des feux avant. Il faut savoir qu'aux États-Unis, les veilleuses sur les feux sont de couleur orange. En Europe, en France, on veut que les veilleuses soient blanches. Il va donc falloir modifier tout ça et passer en veilleuse blanche. Pour les modifications techniques plus en détail, vraiment comment procéder, les matériaux utilisés, je ferai d'autres vidéos pour pouvoir avancer sur celle-ci et que le format soit un peu plus court. Ensuite, il y a des modifications au niveau des feux arrière.
Donc il va falloir modifier vos feux stop. Aux États-Unis, les feux clignotent. En fait, quand vous mettez le clignotant, c'est les feux stop qui clignotent. Donc il va falloir les repiquer sur le feu stop de benne pour plus qu'ils clignotent à chaque fois que vous actionnez vos clignotants. Pareil, ça prend un peu de temps, mais c'est pas très compliqué. Les clignotants, comme ils sont dans les feux stop aux États-Unis, les clignotants sont rouges. Là, il va falloir trouver des clignotants orange. La technique, c'est d'acheter des ampoules orange qu'on va mettre à la place de vos feux de recul. On va apporter les fils, enfin on va repiquer les clignotants sur les clignotants avant, et donc le fil qui arrive viendra se mettre au niveau des ampoules orange. Pareil, je suis très mauvais en électricité, il n'y a pas besoin d'être très très bon, juste de savoir quel fil mettre sur quel fil, et vous verrez que ça se fait plutôt facilement. Au niveau du feu de recul, comme on a mis les clignotants dedans, on ne pourra plus les utiliser. Pour ma part, j'ai mis une bande de LED sous la ridelle, ça vaut 25 € sur Wish ou sur eBay, on en trouve un peu partout. Et donc vous avez le feu de recul qui marche très bien et qui est passé à l'homologation sans problème. Certains véhicules américains plutôt entrée de gamme n'ont pas de feu anti-brouillard à l'arrière. Il faudra mettre un feu anti-brouillard déporté, donc c'est un tout petit feu, j'en ai trouvé moi une dizaine d'euros chez Noroto. Ça se fixe avec une petite platine ou une équerre sur les vis qui tiennent le pare-choc à l'arrière, et vous venez repiquer ce feu sur le feu anti-brouillard de la prise attelage. Vous verrez, c'est très facile aussi à faire. Un point sur lequel j'ai perdu beaucoup de temps, c'est le gravage. Aux États-Unis, les châssis ne sont pas gravés, en tout cas sur les pick-up américains, il n'y a pas de gravage. Le numéro de série est gravé derrière le pare-brise, au niveau du tableau de bord. Et donc, il va falloir reprendre ce numéro de série, aller voir un professionnel de l'automobile. Il ne faut pas le faire vous-même parce que souvent, on vous demande une facture au niveau de l'homologation. Donc, allez voir un carrossier, allez voir un garagiste et demandez-lui de faire une frappe à froid de ce numéro de série au niveau du longeron dans le passage de roue côté passager. Pour ma part, j'ai eu plusieurs devis, des devis qui allaient de 150 € à 30 €, et donc j'ai trouvé chez mon garagiste du coin qui a réussi à me faire la frappe à froid à 30 €. Ça a été homologué. Il faut savoir que vous n'avez pas forcément besoin de caractères spéciaux. Au début, j'ai beaucoup galéré, j'ai attendu presque 1 mois et demi que Ford France, le service homologation, fasse venir quelqu'un qui a apparemment un jeu de caractères spéciaux et qui fait d'habitude ce type de frappe. Au bout d'1 mois et demi sans retour, je me suis dit que j'allais tenter le coup avec un garagiste, et finalement c'est passé. Donc voilà, perdez pas votre temps, perdez pas votre argent, allez voir un garagiste, assurez-vous qu'il travaille bien et qu'il ait des caractères qui font au moins 4 mm de haut, c'est ce que demande la DRIR ou la DREAL pour que votre véhicule soit homologué. Alors, on attaque les démarches papier, la partie la plus folle. On est en France, il ne faut pas oublier les papiers, c'est super important. Donc voilà, le début des démarches papier, ça va commencer par ça. Vous allez devoir demander, attention, tenez-vous bien, un certificat comme quoi votre véhicule n'est pas conforme en France. Et oui, on est des champions chez nous, il faut un papier, il faut acheter un papier pour prouver que le véhicule n'est pas conforme, comme si ça ne se voyait pas vu la tête du véhicule par rapport à ce qu'on a en Europe. Mais bon, c'est comme ça. Faites gaffe, il y a plusieurs sites qui ressemblent à des sites d'arnaque ou qui ont des prix vraiment farfelus. Allez bien sur les sites officiels. Par exemple, je vous mets le lien pour Ford, je vous mets le lien pour Dodge. Aussi, contactez les services homologation des marques, même s'ils sont un peu longs, normalement, il n'y a que eux qui peuvent vous délivrer ce certificat. Pour obtenir ce certificat, ils vont vous demander plusieurs pièces justificatives qu'il faudra renvoyer et il faudra payer. En général, ça coûte entre 150 et 200 €, 170 € chez Ford. Il y a pas mal de délais. Moi, c'est quasiment ce qui m'a pris le plus de temps pour recevoir le papier. À partir du moment où vous envoyez le formulaire, il faudra attendre 1 mois et demi. Le formulaire chez Ford, il ressemble à ça. Il n'y a rien de très compliqué à remplir. En plus, il liste les pièces justificatives. Le seul truc pour ma part que je n'avais pas, c'était le numéro d'immatriculation du véhicule. Quand j'ai reçu le véhicule, il était en plaque américaine, mais il faut savoir qu'aux États-Unis, la plupart je crois tous les conducteurs gardent leurs plaques. Les plaques les suivent quasiment à vie, ou en tout cas, ils gardent leur numéro d'immatriculation. Donc, quand j'ai reçu le véhicule en plaque américaine, c'était les plaques américaines d'un autre véhicule qui avait sûrement été mis au rebut ou autre. Donc, j'ai mis le numéro de ces plaques sur le format et j'ai quand même reçu les bonnes informations. Pareil pour la date de première mise en circulation du véhicule. Je ne la connaissais pas, elle n'était pas marquée sur le title que j'ai reçu avec le véhicule. Comme mon modèle était un modèle de 2012, j'ai indiqué que le véhicule avait commencé à rouler au mois de juin 2012. Quand j'ai reçu le certificat, Ford avait rectifié et avait mis la bonne date. Ce certificat, donc voilà la tête que ça a. Celui-là, c'est le mien, c'est celui que j'ai reçu. Il y a plusieurs informations qui vont être super utiles pour la démarche d'après, pour remplir le dossier auprès des mines, auprès de la DREAL. Et ce qui est important aussi, c'est les confirmations du numéro de série et le type. Alors vous verrez dans beaucoup de documents, on vous demande ça, le type, la variante, la version. Des fois, on parle même de famille. En fait, il faut savoir que c'est les numéros, donc du 4e au 8e numéro dans le numéro de série. Donc voilà, si vous êtes coincé à un moment, essayez de vous rappeler de ça.
Une fois que vous avez récupéré ce document, que vous avez fait les modifications techniques, c'est très important parce que sinon vous allez être coincé par le temps, vous allez pouvoir demander une carte grise provisoire et vous allez enfin pouvoir rouler en France avec votre véhicule américain. Donc la carte grise provisoire, pourquoi il faut attendre que les modifications soient faites? C'est parce qu'elle est valable que 4 mois et elle n'est pas renouvelable. Si vous traînez à faire vos modifications ou vous demandez direct la carte grise et que vous faites les modifications au fur et à mesure, que vous attendez le certificat de non-conformité au fur et à mesure, il y a de grandes chances pour que votre WW, votre carte grise provisoire, soit plus valable et que vous n'ayez plus les moyens de vous déplacer avec le véhicule pour aller au contrôle technique et pour aller faire les autres démarches. Dans ces cas-là, vous serez obligé de prendre un plateau et vous serez bien emmerdé. Ça sera vraiment compliqué. Donc voilà, attendez vraiment que le véhicule soit prêt pour faire votre demande de WW. Alors le WW, j'étais assez surpris, c'est vraiment très facile. Il suffit d'aller chez un professionnel qui fait des cartes grises. Il y a pas mal de services, même cartes grises minutes dans les grandes villes. En gros, ça vous coûtera 60 €. Il vous demande 2-3 infos qu'on va lister juste après et vous repartez directement avec votre WW ou vous le recevez le lendemain. Donc les documents qui seront demandés, c'est le formulaire CERFA 13750 que vous pouvez télécharger sur Internet. Il suffit de taper formulaire CERFA avec le numéro sur Google, le title qu'on a vu avant, le bill of sale qu'on a vu avant, le 846A qu'on a vu avant, votre permis de conduire, un justificatif de domicile et le contrôle technique. Si vous n'avez pas encore le contrôle technique, parce qu'on n'en a pas parlé, on ira le faire après, c'est pas gênant, vous pourrez envoyer par mail ou repasser, donner votre contrôle technique, vous pouvez quand même prétendre à récupérer un WW. Une fois que vous avez ce WW, vous avez, on le voit en haut, votre numéro d'immatriculation provisoire, vous allez pouvoir faire vos plaques provisoires. La personne qui vous fait la carte grise souvent peut vous faire des plaques, mais en général, ils n'ont pas le format US. Si c'est le cas, commandez les plaques ailleurs. Vous allez sur mesplaques.fr, vous prenez des plaques en 30 par 15. En 24 heures ou 48 heures, c'est réglé, vous aurez vos plaques américaines. Bien sûr, avec le fonds français, ils font des super jolies plaques avec les logos américains. À éviter, moi j'ai eu une amende de 90 €. Donc voilà, si vous voulez pas perdre encore un peu de sous là-dessus, faites des plaques homologuées. De toute façon, le site vous dit si c'est homologué ou pas. Une fois que vous avez votre WW, vous avez reçu vos plaques, vous pouvez contacter votre assurance parce que vous allez pouvoir sortir votre véhicule. Fini le véhicule dans le garage, il va pouvoir sortir, vous n'avez plus besoin de le regarder en chien de faïence dans votre jardin. Attention avec les assurances, on est en France, hein, c'est un pays très très compliqué. Il va falloir peut-être contacter plusieurs assurances, il va falloir les brosser dans le sens du poil. Sachez en tout cas que si votre assureur chipote un peu, freine un peu, il y a des assureurs qui sont spécialisés dans les véhicules américains qui vous demanderont pas beaucoup plus cher parce qu'ils savent très bien que les gens qui ont ce type de véhicule en prennent soin et que en général ce ne sont pas des mauvais conducteurs, ce ne sont pas des gens qui vont s'amuser à faire des runs sur des parkings ou autres. Il faut compter en général entre 800 à 1000 € pour un véhicule de ce type en touriste, ce qui est plutôt raisonnable vu le véhicule que ça représente. Maintenant que tout ça est fait, vous avez vos plaques, vous avez votre contrôle technique, vous pouvez sortir de chez vous, les modifications techniques sont faites, vous allez pouvoir vous rendre au contrôle technique. Si vous avez bien inspecté votre voiture, hein, comme un véhicule européen, s'il y a du jeu nulle part, s'il n'y a pas de la corrosion avec des trous, si le véhicule est en bon état, tout simplement, si les plaquettes sont bonnes, les disques sont bons, etc., il n'y aura pas de problème pour le contrôle technique. Le seul problème, c'est qu'on est en France, encore une fois. Vous allez voir, vous allez sûrement rencontrer des gens qui vont vous dire « Ah non, c'est pas possible, je peux pas le prendre, je connais pas, je sais pas ce que c'est que cette voiture-là ». Il faut savoir que pour ma part, j'ai passé le contrôle technique, j'avais encore les plaques américaines dessus, donc c'est complètement possible. Il suffit juste de trouver quelqu'un qui est de bonne volonté. C'est jamais gagné, mais bon, vous allez sûrement y arriver. Et si vous trouvez un bon contrôle technique, c'est plutôt bien de le garder parce qu'avec ce type de véhicule, si vous êtes amené à le transformer par la suite, ça peut servir. Lors de la demande de la carte grise finale, on vous demande un contrôle technique validé de moins de 6 mois. Donc c'est très important à partir du moment où vous avez aussi fait votre contrôle technique pour ne pas avoir à le refaire, de ne pas perdre de temps et de bien réaliser les différentes démarches afin que votre W soit toujours valide et votre contrôle technique soit toujours valide. Ça va vous éviter des démarches et puis des freins en moins. Donc ça sera intéressant pour vous. On passe maintenant à ce qui pour moi paraissait le rendez-vous de la mort, le truc le plus compliqué, l'ADREAL. Les anciens connaissent ça sous le nom des mines, vous voyez aussi des fois l'ADRIR. Alors il y a une DREAL par département, si je ne me trompe pas, ou par région, mais il me semble que c'est par département. Pour connaître les coordonnées de votre DREAL, il faut vous rendre sur Google et vous tapez DREAL plus le nom de votre région, par exemple DREAL d'Alsace, et vous cherchez le service homologation ou conformité des véhicules. Alors vous verrez, des fois ils ont des titres à rallonge, il y a des trucs de dingue. Limite la DREAL de la jeunesse et de la vie associative et de la santé et de la conformité des véhicules. Mais c'est pas grave, faites avec.
Pour ma part, je dois le dire parce que souvent on descend un peu l'administration française, je crois que c'est l'organisme que j'ai rencontré au cours de mes démarches d'homologation qui a été vraiment le plus efficace. Ils ont toujours répondu super rapidement, ils m'ont aidé sur différentes démarches, ils ont été vraiment super sympas. Donc je ne sais pas si c'est le cas partout en France, mais en tout cas chapeau à l'Adréal du 68. Je dis pas ça parce que je ferai d'autres véhicules américains par la suite, mais voilà, ça s'est vraiment très très bien passé, j'ai vraiment rien à redire au niveau de l'Adréal. Quand vous les contactez, expliquez-leur que vous avez importé un véhicule américain et que vous voulez faire une réception à titre isolé. En gros, c'est que vous allez faire homologuer votre véhicule tout seul. Ce n'est pas un véhicule de série qu'un constructeur fait homologuer. C'est vous, en tant que particulier ou en tant que professionnel, qui faites homologuer ce véhicule. Une fois que vous recevrez ce dossier, une fois qu'il sera rempli, vous aurez une convocation à un rendez-vous avec un ingénieur de l'Adréal. Alors le dossier de l'Adréal, par contre, il faut s'accrocher. Même si à l'Adréal, ils sont sympas, le dossier, c'est un avion, le dossier. Donc la première partie, ça va, ils commencent doucement parce qu'ils ne veulent pas vous tuer directement. C'est que des infos basiques ou alors des infos que vous pouvez trouver sur le certificat de non-conformité, comme le numéro d'immatriculation de la voiture, la marque, le type. Donc voilà, pour le numéro d'immatriculation, vous allez pouvoir mettre votre numéro WW. Ça passera toujours mieux qu'avec le numéro américain, comme moi je l'avais mis au début. Ensuite, la deuxième partie, c'est là que les choses se compliquent. Qu'au début, les généralités, ça va bien, c'est la marque du véhicule, la désignation commerciale, le genre. Je vous ai mis mon dossier, donc s'il y a des infos qui sont communes, vous pouvez les reprendre, n'hésitez pas. Ensuite, on vous demande la constitution du véhicule et différentes infos par rapport aux masses et aux dimensions. Donc ça, c'est plutôt simple pour les trouver. Vous en avez plusieurs sur l'étiquette qui est dans la portière de votre véhicule qu'on a vu avant. Et si vous tapez le nom de votre véhicule plus specs sur Google, vous arrivez à trouver tout un tas d'informations. Donc Ford F-150 XL 2012 specs. Et moi, j'avais trouvé vraiment toute une liste officielle avec les poids, les dimensions, la cylindrée du moteur, etc. N'hésitez pas à recouper les informations. On trouve quand même pas mal de conneries sur Internet. Le mieux, c'est si vous trouvez sur un forum quelqu'un qui a une carte grise déjà officialisée du même véhicule que vous pouvez comparer les différentes infos. Enfin, vous avez différentes infos, par exemple à la transmission du mouvement, le type de boîte automatique, le nombre de rapports. La seule info que je ne connaissais pas pour moi, c'est la vitesse maximale du véhicule. Alors, je ne me suis pas amusé à aller faire un test sur la 4 voies, sinon on peut avoir des soucis. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé mon compteur, il indiquait jusqu'à 180 km/h. J'ai regardé l'indice de charge et de vitesse de mes pneus. Ça montait, je crois, jusqu'à 180 aussi. J'en ai déduit que je pense que la vitesse max, c'était 170. Je l'ai trouvé après, en plus que sur Internet, apparemment, c'était ça. C'est ce que j'avais mentionné et au final, donc c'est passé pour le dossier. Alors voilà la partie qui commence à être sympa. Donc on vous demande des infos sur les suspensions, vous verrez ça se fait plutôt bien. Avec le dossier de RTI, normalement vous avez une notice explicative qui vous explique un peu le jargon qu'ils veulent retrouver. Donc c'est pas vous au hasard qui devez inventer différents termes, vous verrez c'est marqué dans la notice. Et en gros vous avez le choix entre 2 ou 3 types de suspension, par exemple 2 ou 3 types de filaments pour les ampoules, etc. Soyez bien vigilants au nombre de places assises. Pour ceux qui ont une société, ça va avoir un rôle sur le fait de reverser la TVS ou non. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de véhicules américains 6 places homologués en 4 places pour échapper à la TVS. Attention, il paraît que la réglementation est en train de changer et que ça se limitera même aux véhicules de 3 places ou en tout cas les véhicules ayant des places assises que sur une seule rangée. Donc voilà, à voir, demandez plus d'informations auprès de vos comptables avant de remplir cette case. Sachant que si vous indiquez par exemple un 4 places sur votre véhicule, quand vous présentez votre véhicule aux différents rendez-vous. Alors, vous ne serez pas obligé de découper votre banquette qui a 3 places à l'arrière et d'en garder que 2. Mais par contre, il faudra enlever, par exemple, les ceintures de sécurité et je crois visser quelque chose sur les points d'ancrage pour qu'on considère bien que le véhicule est un 4 places et non pas un 6 places maquillé. Ça aura, par contre, une importance dans l'utilisation du véhicule tous les jours. N'allez pas avoir un accident grave avec un véhicule 4 places et 6 personnes à l'intérieur. Là, vous aurez des soucis. Vous aurez de gros problèmes avec votre assurance. Donc voilà, il faut en être conscient. Si le véhicule est en 4 places, c'est un 4 places. Et la partie magique, donc c'est celle-ci, c'est l'éclairage et la signalisation. Alors pour être franc, il y a des lignes que j'ai remplies où j'y comprenais pas grand-chose. Je vous laisserai lire, vous verrez, c'est assez magnifique. Et après le reste c'est vraiment très simple, hein. Les essuie-glaces, le nombre de crans de l'essuie-glace, enfin, vous verrez, vous devriez vous en sortir. Je suis plutôt confiant là-dessus. Une fois que le dossier est complet, on va vous demander quelques pièces justificatives avec, donc un chèque de 90 €, le title aux US, le certificat de non-conformité. On vous demande un bulletin de pesée. En tout cas, moi, dans mon dossier de réal, on me demandait ça. Il faut savoir que la pesée, vous la faites à l'étape d'après, à l'UTAC. Donc ça ne sert à rien, vous angoissez pas, envoyez votre dossier comme ça et normalement, ça ira tout seul. Ceux qui ont accès à une balance agricole, peut-être que vous pouvez aller faire un bulletin de pesée là-bas. Mais bon, c'est payé pour rien parce que de toute façon, à l'UTAC, il faudra payer à l'étape d'après pour la pesée.
et donc le contrôle technique. Donc cette fois, le contrôle technique sera nécessaire pour votre dossier. Donc vous voyez bien l'ordre des démarches qui est important à respecter. Une fois que votre dossier est rempli, vous recevrez une convocation pour vous rendre à un rendez-vous, donc comme je l'ai dit, avec un ingénieur des mines, un ingénieur de l'Adréal qui va étudier, qui va voir si votre véhicule est conforme. Vous devez venir à ce rendez-vous avec les papiers originaux du véhicule, parce que juste avant, jusqu'à maintenant, vous avez envoyé que des photocopies. C'est là qu'ils vont contrôler si vous avez le vrai title, si vous avez le vrai certificat de vente américain, etc. Le rendez-vous, au final, alors j'avais un peu peur de ce rendez-vous, je pensais qu'on allait démonter tout le véhicule, le mettre sur un pont, etc. Au final, ça s'est très bien passé. Ça a duré plus ou moins 5 minutes. En gros, la personne a vérifié si les étiquettes que je vous ai présentées au début, donc les 3 stickers que vous avez dans les portières et sous le capot, étaient bien présents, si c'était conforme au numéro de série, si j'avais fait le gravage du numéro dans le passage de roue côté passager. Il a regardé le fonctionnement des feux, si la modification des feux a été faite. Si ça fonctionnait, l'ingénieur n'a pas forcément regardé comment c'était fait. Alors moi j'avais fait attention, j'avais fait ça proprement, il n'y avait pas des fils qui se baladaient partout et ça tenait pas avec du scotch, mais voilà, pour info, il a vraiment regardé que si ça fonctionnait. Pour une fois qu'on fait les choses de façon concrète en France, il faut le souligner, c'est plutôt une bonne chose. Au moins il n'y a pas de chichi, on regarde si ça marche et si ça marche, c'est très bien. Je pense que pour moi, le rendez-vous n'a pas duré longtemps aussi parce que le véhicule inspirait confiance. Déjà, il était tout d'origine. En plus, il était nickel. Il avait été lavé à l'extérieur. J'avais fait faire un nettoyage par un pro à l'intérieur. Ça sentait le neuf. On aurait dit une voiture neuve. Et en plus, je suis arrivé avec le contrôle technique parce qu'on peut éventuellement faire le contrôle technique après ce rendez-vous. Mais je pense que si vous pointez avec le rendez-vous, ça marchera mieux. Et en plus, on vous demande quand même le contrôle technique pour le dossier de réal. Donc autant que votre dossier soit complet dès le début pour ne pas faire traîner et avoir rapidement un rendez-vous. À l'issue de ce rendez-vous, si tout est bon, vous repartez directement avec un papier que vous remet l'ingénieur de l'Adréal. Et donc sur ce document, il y a la liste des différents tests que vous allez avoir à effectuer à l'UTAC. L'UTAC, c'est un organisme, un laboratoire d'homologation qui se trouve en région parisienne. Vérifiez sur cette liste que les tests de PTAC et de PTRA sont bien mentionnés sur le document pour avoir une carte grise qui vous permettra de tracter par la suite. Vous verrez, je vais vous expliquer pourquoi juste après. Ensuite, moi, sur la convocation que j'ai reçue pour ce rendez-vous de réal, il y avait des erreurs. Par exemple, mon véhicule était marqué en essence alors que c'est un véhicule flex fuel d'origine. J'ai demandé à l'ingénieur de l'Adréal de modifier ça, chose qu'il a faite directement, et donc ça a été modifié, ça a bien été reporté sur ma carte grise définitive. Donc ça, c'est le document qu'on vous remet. Ce qui est très important aussi sur ce document, c'est que vous verrez en bas, vous avez le nom et prénom de l'ingénieur qui vous a reçu et qui suit votre dossier. Ce nom, les coordonnées de cette personne vont être à remettre pour vous inscrire à la prochaine étape. Donc la prochaine étape, c'est l'UTAC. Donc comme je vous l'ai dit, il faut vous inscrire au rendez-vous pour aller faire homologuer votre voiture. Donc c'est vraiment le gros rendez-vous. Là, c'est plus le bac de philo, là c'est le bac de maths. C'est là où il faut tout donner. Donc il faut aller créer un compte. Vous pouvez déjà le faire avant l'Adréal. D'ailleurs, vous gagnerez un peu de temps sur le lien que je vous remets juste ici. rti.utac.com. Il faut savoir que le laboratoire ou le centre d'homologation de l'UTAC est seulement à Paris. Je crois qu'il y en a un dans le sud, mais apparemment ils ne font pas les homologations. Il faut vous rendre en région parisienne, à Montlhéry. Donc vous voyez, les prix que demandent les homologateurs, c'est pas non plus exorbitant parce qu'il faut quand même quelqu'un qui emmène la voiture, qui reste là-bas, qui la ramène. Tout ça, ça prend du temps et forcément, c'est pas gratuit. Quand vous avez créé votre compte, 24 heures ou 48 heures après, il sera activé. Et donc là, vous aurez un dossier à créer en fait sur leur plateforme en ligne en cliquant sur une nouvelle demande pour une visite initiale. Et donc vous aurez plusieurs rubriques à remplir. Vous verrez, ça fait un peu peur, mais ça se fait plutôt bien. La plupart des informations qui sont demandées correspondent à ce que vous avez mis dans votre dossier de l'Adréal. Donc conservez bien ce dossier sur votre PC et au moins ça sera plus simple. Un tout petit point important, donc au niveau des essais, sélectionnez bien les tests pour le PTRA et si vous avez le choix entre plusieurs, prenez PTRA calculé. Moi, pour ma part, c'était marqué PTRA testé et c'est pour ça sur ma carte grise, j'ai pas eu de quoi tracter avec mon véhicule. C'est des choses qu'on peut modifier par la suite, mais autant le faire dès le début, vous ne faites pas avoir. Ça vous coûtera un peu plus de sous parce que forcément, ils vont tester votre véhicule en tractage. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tractage. Donc forcément, ça leur prend du temps. C'est un peu plus cher, mais pour 100 ou 200 euros de plus, ça vous aidera par la suite. Et puis en plus, c'est un gros plus pour revendre le véhicule, d'avoir un pick-up qui peut tracter, parce que c'est aussi l'intérêt de ce type de voiture. Et au niveau des émissions polluantes, je me rappelle que j'avais un peu coincé à ce moment-là. Indiquez bien le test émissions polluantes par équivalence norme euro, norme US. Si vous indiquez un autre test, vous allez vous retrouver, alors ils vont vous demander des infos pas possibles. En gros, ils vont passer votre voiture sur un banc pour regarder vraiment combien elle recrache de CO2, etc. Si vous indiquez émissions polluantes par équivalence norme euro-US, ils vont regarder l'autocollant qui est sous votre capot,
pour bien vérifier que votre vélo, des formations professionnelles, votre voiture correspond à une norme US et ils vont faire l'équivalence avec la norme euro et hop, c'est validé sur votre carte grise. Si c'est un véhicule flex fuel, en plus, vous serez vraiment pas embêté. Quand votre dossier UTAC est complet, vous allez recevoir une confirmation sur votre espace perso. De mémoire, je crois que ce n'est pas automatique. Il faut aller tous les 2 jours vérifier sur votre espace perso s'il n'y a pas un nouveau message. Quand vous avez ce nouveau message, ils vont vous dire que vous pouvez prendre un rendez-vous. Et si je me souviens bien, les rendez-vous, en général, ils les mettent en ligne le 5 ou 10 du mois pour le mois d'après. Donc aux alentours du 5 ou 10 avril, vous allez pouvoir vous inscrire au rendez-vous du mois de mai. Essayez de bien tomber dans les dates par rapport à vos différentes démarches maintenant que vous le savez, pour ne pas perdre de temps et arriver juste après qu'ils aient mis les rendez-vous et que tout soit pris. Donc vous allez devoir vous rendre au test aux régions parisiennes. Donc je vous ai même mis l'hôtel où j'ai été, si ça peut vous aider. Donc c'est le Confort Hôtel Linas Montlhéry, plutôt bon marché. Si comme moi vous n'avez pas de thunes, et au moins c'est pas craignos parce qu'à Paris il y a tout et n'importe quoi. Méfiez-vous si vous voulez pas retrouver votre voiture sur des parpaings le matin avant d'aller au test. Ça peut servir et vous êtes vraiment à proximité. Et surtout il y a un grand parking, ce qui peut être utile avec un pick-up US. Donc les tests qui seront réalisés à l'UTAC, alors c'est pas une mince affaire, hein. Vous verrez, il y a des tests de rétrovision. En gros, ils testent vos rétroviseurs, des fois que les rétroviseurs seraient trop petits là-dessus. Donc comme on l'a dit avant, si vous avez les verres convexes, c'est tout bon, même si vous avez des verres qui font miroir. Il y a un test d'antiparasitage. Alors j'ai marqué si votre voiture n'est pas bidouillée. C'est s'il n'y a pas tout un tas de systèmes, normalement, ça devrait tout un tas de systèmes rajoutés. Normalement, ça devrait passer si tout est d'origine. Il ne devrait pas y avoir de soucis. Ensuite, il y a des tests de freinage qui sont faits. Si vos disques, vos plaquettes sont en bon état, si le niveau de liquide est bon, si la purge est bonne, pareil, il ne devrait pas y avoir de problème. Là où beaucoup de gens se font recaler, c'est au test de frein de parking. Sur les véhicules américains, vous avez un test, vous avez un frein de parking. Si le frein de parking n'est pas en bon état, s'il est un peu vieux et surtout s'il est mal réglé, ça passera jamais parce qu'il est testé avec beaucoup de poids. Et la plupart des Américains n'utilisent pas ce frein de parking, donc c'est possible que ce soit le cas qu'il soit en mauvais état. Pour ma part, j'ai été avec un frein de parking qui était complètement d'origine. J'ai rien modifié dessus, j'ai juste bien regraissé, bien décapé. J'ai mis du WD-40 dans le câble et surtout j'ai bien réglé pour qu'il soit à la limite de frotter sur les disques quand les roues tournent. J'avais testé avant, donc je ne savais pas au début comment tester ça. Au final, je me suis mis sur une côte, sur une route peu fréquentée près de chez moi. J'ai chargé la benne à fond avec du bois de chauffage. Et comme ça, vous avez quasiment 1 tonne dans la benne. Ça vous permet de tester le frein de parking. Donc il faut savoir qu'à l'UTAC, il sera testé en descente. Donc, né de la voiture en bas et en montée, né de la voiture en haut. N'hésitez pas à faire les deux. Enfin, il y a un test sonomètre, donc en statique mais en dynamique. Si vous êtes en échappement d'origine et qu'il est en bon état, il n'y aura aucun souci. Les autres tests réalisés à l'UTAC, donc il y aura le test de PTRA. Sur mon véhicule, comme je vous l'ai dit, le PTRA a été estimé. N'hésitez pas à choisir un PTRA testé et non estimé si vous voulez pas avoir de soucis sur la carte grise. Moi j'ai plusieurs hypothèses, alors je pense que j'ai pas coché le bon test quand j'ai fait le dossier. Je suis allé à l'UTAC sans crochet d'attelage. J'avais l'attelage comme tous les véhicules US, mais j'ai pas mis le carré dessus avec la boule. Je pense que ça peut jouer, même si quand je les avais appelés, ils m'avaient dit qu'ils en avaient. Je pense que si vous pointez avec le crochet d'attelage, ça joue. Prenez le bon crochet d'attelage. Je sais qu'aux États-Unis il y a plusieurs versions. N'hésitez pas à prendre la version Heavy si vous voulez qu'il puisse le tester avec pas mal de poids. Ce serait dommage d'avoir une toute petite version avec votre crochet casse pendant les tests parce que là, forcément, ça serait marrant. Et ensuite, si le test n'a pas été fait, vous demandez bien s'il a été fait quand on vous rend les clés. Insistez s'il faut, mais normalement, si vous avez payé pour, le test sera fait, il n'y aura pas de problème. Pendant la réalisation des différents tests, alors moi je pensais qu'on pouvait peut-être regarder, suivre un peu le truc, vous êtes dans une pièce, dans une salle d'attente et vous attendez pendant 1 heure, 1 heure et demie, et à l'issue des tests, on vous ramène les clés et on vous dit si c'est bon ou pas. 1 ou 2 jours après, vous recevrez un compte-rendu de l'UTAC sur votre espace perso qu'il faudra télécharger, et donc dans ce compte-rendu, vous aurez le poids à vide aussi du véhicule parce qu'ils font la pesée et le PTRA. Une fois que vous avez tout ça, vous allez pouvoir vous rendre sur un site qui fait des plaques constructeurs. Vous allez donc pouvoir commander une plaque constructeur et donc les mentions importantes à avoir donc, sont la marque de votre véhicule, Ford ou Dodge ou GMC, etc. Le numéro de série, le PTAC du véhicule, le PTRA et le poids total qu'on peut mettre sur l'essieu avant ou essieu arrière. On rappelle qu'on retrouve sur les différentes étiquettes que vous avez reçues. Plaque collée ou plaque rivetée, pour moi j'ai pris une collée, au final c'est passé, j'avais un petit doute là-dessus, mais au final c'était tout bon. Une fois que vous avez fait cette plaque, en général l'ingénieur de l'Adréal vous la redemandera. Moi j'ai eu besoin de l'envoyer par mail ou des fois il faut se représenter au rendez-vous juste pour montrer que la plaque est bien là. Une fois que vous avez tout ça, félicitations, votre dossier de réal est bouclé. Vous allez recevoir le compte-rendu de validation de votre réception à titre isolé. Et avec ce compte-rendu de réception à titre isolé, vous pourrez commander votre carte grise.
Pour la carte grise, ça fonctionne comme une voiture normale. Il suffit de vous rendre sur le site de la NTS. Alors vous verrez un endroit, il y a une rubrique comme quoi vous importez un véhicule neuf ou d'occasion mais qui n'a jamais été immatriculé en France. Si vous en avez marre des démarches, vous en avez déjà assez fait, vous êtes au bout du rouleau, vous voulez juste rouler, vous pouvez vous rendre chez un professionnel de l'automobile qui vous fera aussi votre carte grise. Vous pourrez commander vos plaques finales et c'est parti, le véhicule est prêt. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, félicitations si vous êtes arrivé jusque-là.